Ah. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence à ce concert qui clôture notre 6e festival Voix étouffées. Un certain nombre d'entre vous suivent depuis des années, près d'une dizaine d'années d'ailleurs, les activités. Ah, on ne m'entend pas. Là, on m'entend. Vous m'entendez, madame? Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence pour ce concert final de notre 6e festival Voix étouffées, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent et suivent depuis une dizaine d'années, et qui s'est fixé pour but de présenter des compositeurs et des œuvres qui ont été peu ou prou, par des moyens les plus radicaux, c'est-à-dire l'assassinat, l'exil, l'interdiction d'écrire, la déportation, ont été peu ou prou victimes des totalitarismes et des dictatures du XXe siècle en Europe. Et Dieu sait que nous en avons eu un suffisamment grand nombre pour pouvoir malheureusement disposer d'une liste importante de compositeurs et d'œuvres que ces événements ont en général fait disparaître tout simplement de la carte musicale, sans même parler de leur disparition physique. Comme vous pouvez le voir aussi, ces musiciens ne représentent pas en eux-mêmes une école. La diversité des styles que vous avez pu remarquer tout à l'heure, qui va de cette espèce de germanisme très, très proche de la musique française, d'un Schrecker, à cette inspiration musique de danse d'Alexandre Tanzmann, ou de l'œuvre très influencée par le jazz de Victor Ullmann. Tous ces compositeurs représentent des courants esthétiques extrêmement variés et qui représentaient en fait la richesse de l'entre-deux-guerres. Tanzmann notamment était un compositeur ils ont tous commencé grosso modo leur carrière à peu près dans la même période, c'est-à-dire au tournant des années 20, et on voit à quel point cette période qui a pratiquement disparu des livres d'histoire, et particulièrement des livres d'histoire de la musique, a été complètement occultée. Donc c'est tout le travail que nous faisons, c'est de faire remonter toutes ces partitions, mais nous ne souhaitons pas le faire de façon muséographique. L'intérêt pour nous, c'est de chercher pour les interprètes, pour les publics et pour l'histoire de la musique tout simplement, les œuvres qui valent la peine d'être réintégrées dans le répertoire normal des concerts, et que seuls des actes inouïs, d'une violence inouïe politique, ont pu faire disparaître. Donc il faut une sorte d'engagement, et c'est l'engagement que nous avons depuis plusieurs années, donc comme je le disais, une dizaine d'années, un engagement qui contrebalance les actes en question, les actes négatifs qui se sont produits. Et j'en veux pour preuve, par exemple, tout le travail que nous avons fait il y a une petite dizaine de jours au Conseil de l'Europe, dans le cadre d'un colloque que nous avons organisé conjointement avec le Conseil, sur la place de la musique dans les camps de concentration. Et nous avons abordé d'ailleurs ce rapport qui paraît un peu curieux, non seulement vu à travers le prisme des camps nazis, mais également dans le goulag, dans les camps chiliens, et également dans les camps alliés, c'est-à-dire dans les camps britanniques en l'occurrence, pour montrer aussi la place que tient la musique en elle-même dans la vie quotidienne des camps, et à quel point la propagande et la volonté politique peuvent en distordre les fonctions. Elle peut devenir à ce moment-là non pas un élément d'élévation de l'âme, mais tout simplement un élément de manipulation et de domination extrêmement violent. Et donc je voulais, à ce point de vue, donc, continuer sur mon raisonnement sur la muséographie. Donc ça ne nous intéresse pas de faire de la mémoire pour de la mémoire au sens commémoriel et même lacrymal du terme. Ce qui nous intéresse, c'est une approche scientifique et basée sur la qualité des œuvres. Et l'autre aspect de notre intérêt, c'est de relier ce passé qui est relativement récent à l'actualité. Nous passons régulièrement des commandes à des compositeurs qui nous proposent des projets que nous allons chercher pour composer des œuvres liées soit à la Shoah, soit en tout cas à ce thème du rapport entre musique, totalitarisme, dictature, sous une forme ou sous une autre. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de Marcel Goldman il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça,
En plus, nous avions une chose qui nous reliait l'un à l'autre, c'est que nous sommes tous les deux élèves de Max Deutsch, lui-même élève de Schoenberg, et lui-même faisant partie, étant même à la tête, j'allais dire, des compositeurs que les nazis se sont empressés d'expulser et de chasser en 1933 lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Et Marcel Goldman m'a proposé un magnifique projet qui consistait à travailler sur le Gespräch im Gebirge de Paul Celan, le grand poète d'origine roumaine et de langue allemande. Alors malheureusement, et pour des raisons pratiques, le texte n'a pas pu être mis dans vos programmes. Et c'est pour ça que je souhaiterais un peu demander à Marcel Goldman de nous préciser déjà un peu son projet par rapport à ce texte. Je vous remercie. Bon, tout d'abord, ce que je voudrais dire, bon, alors c'est à titre tout à fait personnel, puisqu'il s'agit de faire revivre des voix effacées. Moi-même ayant vécu pendant la guerre, j'aurais pu aussi être une de ces voix effacées avant même que je n'ai commencé à parler ou à donner de la voix. En ce qui concerne le projet de l'œuvre que vous allez entendre là maintenant, il s'agit d'un texte de Paul Celan, un texte en prose, un des rares textes qu'il ait écrit en prose, hein, puisque c'était avant tout un poète. Et ce texte, j'en ai fait connaissance grâce à un ami très cher, qui n'est plus malheureusement, Stéphane Moses, qui a traduit et commenté ce texte, et m'a permis donc d'en faire connaissance, et puis me l'a fait apprécier. Et bon, ceci remonte déjà pas mal d'années en arrière, et dans un coin de ma tête, j'avais le projet plus ou moins net d'en faire un jour quelque chose sur le plan musical. Et quand j'ai pris connaissance du travail magnifique qu'a accompli Amaury Duclosel avec les voix étouffées, j'ai pensé qu'effectivement un tel projet pourrait rentrer parfaitement dans ce cadre, et c'est comme ça donc que nous en sommes venus à en parler, et c'est ce qui a finalement donné naissance à cette œuvre. Alors de quoi s'agit-il dans ce texte? C'est un texte très court, écrit en allemand bien sûr, puisque Paul Celan, bien que né en Roumanie et ayant vécu plus de la moitié de sa vie en France, en tant que poète s'est exprimé en allemand. Effectivement, on peut s'étonner qu'un homme comme lui, qui avait connu les camps et dont les parents avaient disparu pendant la guerre, ait choisi précisément la langue allemande pour s'exprimer. Surtout, nous avons tous en tête la célèbre phrase d'Adorno, après Auschwitz, il n'est plus possible d'écrire de poésie. Et Paul Celan non seulement a écrit de la poésie après Auschwitz, mais il a choisi de l'écrire en allemand. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? Je ne veux pas faire de long discours. Paul Celan, à l'occasion de l'un de ses voyages en Allemagne, aurait souhaité rencontrer précisément Adorno. Et il se trouve que cette rencontre n'a pas pu se faire, et il imagine précisément ce qu'aurait pu être cette rencontre. Gespräch im Gebirge, entretien dans la montagne, conversation dans la montagne, et il met en scène deux personnages juifs, un qu'il appelle le grand, Gross, et l'autre qu'il appelle le petit, Klein, et lui-même étant Klein, bien entendu, à côté du grand Adorno. Et il imagine donc ce qu'ils auraient pu se dire. Et dans la première partie du texte, il décrit le chemin qu'il aurait traversé s'il s'était rendu chez Adorno, s'il avait, comme un personnage de Büchner bien connu, Lenz l'avait fait, descendre de la montagne, et effectivement, il cite dans le texte à plusieurs reprises
ce personnage de Büchner, et la rencontre imaginaire, bien sûr, a lieu, et c'est la rencontre entre le jeu de Paul Celan et le tu d'Adorno. Et bon, il y a un dialogue qui s'instaure, donc il sera chanté là par le ténor et le baryton que vous entendrez tout à l'heure. Par contre, la description de la démarche de Celan est dite par le lecteur, donc qui introduit la pièce et qui la termine d'ailleurs. Et ce dialogue qu'imagine Paul Celan, c'est en fait un dialogue de sourds. Hein. Le je et le tu n'arrivent pas à se rencontrer. Et le jeu de Paul Celan cherche à parler, puis il n'y arrive pas. Et ça amène la conclusion du texte où Paul Celan n'en peut plus, enfin le je n'en peut plus, le moi n'en peut plus, et vous l'entendrez très nettement dans la bouche du lecteur, le ish, 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 là qui explose et qui étouffe et qui enfin réussit à s'exprimer. Après avoir quand même dans le cours du dialogue essayé de raconter à Adorno ce qu'avait été son expérience propre. Il se représente dans la chambrée du camp où, là encore, il est seul, il se sent seul au milieu de tous les déportés qui sont ses compagnons. Et par ailleurs, il lui revient en mémoire les Shabbats qu'il passait dans sa famille et les bougies qu'allumait sa mère tous les vendredis soirs. Et tout ça, bon, son interlocuteur ne l'entend pas. Hein. Et ce n'est qu'à la fin, donc, que le jeu le moi de Paul Celan peut enfin se faire entendre. Donc maintenant, laissons place à la musique. Merci infiniment.